Bonjour et bienvenue à tous pour ce premier épisode du podcast Les Trajets. Je suis très content de pouvoir enfin vous présenter cette première émission, ce nouveau projet qui j'espère durera longtemps et que l'on va partager ensemble. Mon premier invité c'est Antoine. Il a un parcours de vie, vous allez le voir, qui est assez particulier. Il l'avouera lui-même. Et je trouvais que c'était un témoin intéressant pour commencer cette série de portraits. N'hésitez pas surtout à suivre les trajets sur Facebook et Instagram. La vidéo donc sera disponible sur YouTube et le podcast également sur SoundCloud. N'hésitez pas à me contacter via les réseaux sociaux pour me faire connaître vos projets et vos témoignages. Et également l'adresse mail lestrajets@gmail.com est disponible. J'espère que ce premier épisode vous plaira. J'ai pris beaucoup de plaisir à le tourner avec Antoine. Ça a été vraiment une discussion assez forte. Donc je vous laisse découvrir tout ça ensemble. Hop. Bon, salut Antoine. Salut Alex, Ça va? ça va, très bien. Merci de m'avoir invité pour ce beau projet Bah ouais, je t'en remercie. et d'être le premier à intervenir à ton micro. Ça me fait Bah ouais. plaisir. Parce que t'as une aventure de vie, on va le découvrir, qui est pas commune, quoi. Exactement, un petit parcours un peu atypique, mais bon, Ouais. je suis toujours là donc, Bon, bah écoute, pour ouais, pouvoir te le raconter. ça marche. On va expliquer juste comment un petit peu on se connaît. On a un très bon pote en commun. On a Ouais. commencé à se voir à certaines soirées. On est un petit peu plus proche depuis quelques mois maintenant, surtout. Et bah voilà, moi j'ai connu ton histoire de par cet ami commun à la base, et je trouvais que tu vas pas être le parrain de l'émission, mais je trouvais que c'était intéressant et que tu es la personne la plus proche que je connaisse qui a un parcours de vie comme celui-là. Donc voilà, c'est un peu le but de l'émission. On va partir sur un trajet ensemble de 30 minutes jusqu'à plus si on a envie. C'est l'affinité. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, voilà. On va commencer par... Il y aura une trame que j'ai préparée au départ, qu'on va suivre au fur et à mesure. S'il y a des sujets que tu as envie d'évoquer, en plus, il n'y a pas de souci, au contraire. T'es né quand, Antoine? Je suis né le 27 mars 93. J'ai 93. 27 ans, bientôt 28, là, Bientôt 28. dans un mois et demi à peu près. Ok, ça marche. On se rapproche de la trentaine, Ouais, tout doucement. tout doucement. Ça te fait peur? Ça me fait pas peur, non. Non. C'est pas un anniversaire qui me fait particulièrement peur, mais bon, c'est toujours une étape dans la vie en plus. Ouais, ouais, Mais bon, ça viendra comme ça viendra, et ça me fait pas plus peur que ça. Pas du ça marche. T'étais comment, toi? T'étais comment, enfant? Tu te définirais Enfant. comment quand tu regardes maintenant? tout. J'étais un enfant plutôt normal, entre guillemets. Alors, qu'est-ce que la normalité? Ça, Ouais. c'est propre à chacun, mais j'étais pas hyperactif, j'étais un enfant sage. Mes parents ont divorcé de bonne heure, donc j'étais chez D'accord. ma mère en garde. Je voyais mon père un peu quand je le voulais, il n'y avait pas de garde alternée, il n'y avait pas de... Et donc j'étais un enfant sage, qui faisait pas de bêtises à l'école, Ouais, qui traçait son propre... une enfance, je dirais, toute somme basique, quoi. Ouais, Mais voilà, j'étais à Nantes, du coup j'étais à Nantes jusqu'à mes 8 ans. d'accord. J'ai vécu avec ma mère jusqu'à mes 8 ans à Nantes, et elle a été mutée au Mans, donc je suis rentré au Mans avec elle à 8 ans. D'accord. Mais je suis né au Mans pour autant. En fait, je suis né D'accord. au Mans et je suis parti à Nantes directement avec elle. Depuis tes 8 ans, t'as pas rebougé d'ici? Non, Toujours. ouais, j'étais au toujours resté Mans, sur- après j'ai bougé pour mes études, mais voilà, une enfance basique en ce moment, voilà. D'accord. C'est le mot qui me vient à Bah l'esprit. oui, non, mais c'est- heureuse. Ouais, Mais heureuse. mais Il voilà. n'y a pas eu de... Ok. Moi, je sais que t'as un petit frère. Je sais pas si t'en as d'autres. des sœurs. J'ai deux demi-frères en fait. T'as deux demi-frères. Ouais, j'ai un. Donc, voilà, pour moi, c'est mes frères. Le terme demi-frère, je l'aime pas trop. Donc j'ai un frère côté papa, un frère côté maman. D'accord. Un qui a 99, donc ça fait. Il a 21 ans. Ouais. Et l'autre 15 ans. D'accord. Ok. Donc Lucas qui a 21 ans, je le voyais quand j'étais plus petit, lui était aussi plus petit du coup, je le voyais beaucoup quand j'étais chez mon papa en garde alternée. On faisait des week-ends, les vacances, on n'a pas vécu ensemble à proprement parler. Donc c'est vrai que le lien n'était pas forcément un lien fraternel très très rapproché au début, quoi. Ça l'est beaucoup plus maintenant. Et Axel, qui a 15 ans, chez ma maman, j'ai vécu avec lui. Du coup, on a une belle différence d'âge, mais comment dire, j'étais un grand frère qui était un
grand frère, bien attaché à lui, et j'ai vécu ça, comment dire, comme une étape de la vie, et j'étais vraiment content de son arrivée, quoi, parce qu'avec mon autre frère, j'avais pas pu vraiment instaurer ce lien-là, donc c'est vrai que c'est... Ça te tient à cœur, ce rôle de grand frère? Oui, après... Comme dans une fratrie de garçons, du coup. C'est ça, on est 3 en tout. Comme je te dis, on n'a pas tissé vraiment des liens fraternels, comment dire, très très rapprochés, donc ça me tient à cœur parce que je suis le grand frère, mais voilà, j'ai pas vécu vraiment une enfance qui me ferait dire que, comment dire, je trouve même pas les mots d'ailleurs, c'est pas évident, évident à décrire. Oui, quand t'as des demi-frères, c'est le niveau de la fraternité. C'est ça, et puis comme tu vis pas tout le temps avec eux, même Axel, j'ai vécu avec lui jusqu'à ce que je parte en études, du coup, lui, il a vécu à peine une dizaine d'années, 8 ans peut-être, donc, jusqu'à ses 8 ans, voilà, on était très proches, voilà, c'était grand frère, donc je l'embêtais, etc., comme tout grand frère. Mais moi, comme je suis parti en études, lui, il a vite grandi, enfin là, il a 15 ans, il est plus grand que moi, et c'est là que tu vois que la vie, elle passe vite, quoi. Ouais. Parce que là, je le revois quand je vais chez ma mère, et le petit, il a bien changé, quoi. Ouais, bah oui. Et ça reste mon petit frère, voilà, donc il y aura toujours ce lien quand même, quoi. Ouais. T'étais comment quand t'étais jeune? Tu voulais faire quoi comme métier? Tu pensais ou... J'avais... très jeune, j'avais pas forcément de métier, comment dire, rêvé. Je visais pas quelque chose. À partir de la primaire et du collège, je voulais être architecte. Ah d'accord. Architecte. Ouais, j'ai toujours bien aimé ce métier-là. Mon stage de 3e, j'ai failli le faire d'ailleurs avec une architecte. J'avais un copain, sa maman, elle était architecte. D'accord. Ça s'est pas fait parce que voilà, c'est la vie qui a fait que ça s'est pas fait. Ouais. Mais du coup après, j'ai un peu dévié. Enfin voilà, c'est toujours un métier que j'admire, que j'aime beaucoup. Mais du coup après, j'ai fait d'autres études. Je suis parti dans le sport, donc c'était ce que je voulais faire le temps d'une période, mais voilà, ça. D'accord. J'ai vite changé de voie. Les études, on va y revenir rapidement après. Sans indiscrétion, ils faisaient quoi tes parents du coup quand tu étais comme métier? Ils sont encore actifs. Ma mère, elle est dans les assurances. D'accord. MMA. D'accord. Donc au siège à la Californie, là, au Mans. Okay. Et mon père, il est dans une entreprise. Alors c'est en général, c'est des moules pour les voitures. En fait, tout ce qui est moule de console de voiture. Donc il a fait des études de fraisage, tout ça. Okay. Il bosse dans ce domaine-là, quoi. Okay. Sur le Mans aussi, en Sarthe. D'accord. Du coup, les études, on y vient. T'as suivi ce cursus normal, t'as eu le bac et après t'as suivi des études. J'ai un baccalauréat scientifique. S. Okay. J'étais à Montesquieu au Mans. Okay. Et du coup, après, j'avais pas un métier où, même dès le collège ou dès le lycée, j'avais pas vraiment une voie qui est ressortie comme ça, qui était tracée. J'aime beaucoup le sport. Donc, du coup, j'ai fait le lien entre les deux et j'ai fait une fac de sport, j'ai fait STAPS, post-bac. Donc, je suis rentré à 18 ans en licence 1 STAPS au Mans. Okay. Donc, une belle première année où le sport était bien présent. On avait 12 ou 14 heures de sport par semaine en pratique, plus des cours théoriques en lien avec le sport, que ce soit anatomie, psychologie, etc. Donc, ça me plaisait bien. Et après, à partir de la 2e année, ou le milieu de la 2e année, il fallait se spécialiser. Donc, soit pour devenir prof, soit pour faire tout ce qui est APA, rééduc, entraîneur sportif. Et moi, j'ai choisi management du sport. D'accord, management du sport, marketing, communication événementielle. J'ai toujours aimé ce domaine-là. À ce moment-là, te plaisait, du coup. Ouais, c'est ça. Je suis un fan de sport et les grands événements, le Tour de France, etc. Les JO, la Coupe du Monde, c'est des événements qui font rêver. Et je me suis dit pourquoi pas moi un jour y travailler. Donc, on en reparlera plus tard, mais voilà. Donc j'ai choisi cette voie-là. Du coup, j'ai fait ma licence 3 à Nantes. Mon master 1, je l'ai fait à Caen. Et mon master 2 à Rouen. D'accord, t'as beaucoup bougé. Pour la suite de la licence. Exactement. Donc en fait, tout le cursus ne se faisait pas au Mans, pardon. Et j'étais obligé de choisir des villes un peu différentes pour pouvoir continuer cette voie-là, quoi. Et t'as obtenu le diplôme? J'ai eu le master
Ok. Donc là j'ai bac plus 5, Ok. bac plus 5 actuellement. Ok, ça marche. Du coup, ton parcours professionnel, il s'est fait comment après? Une fois que tu as ce diplôme-là, que tu es à bac plus 5, comment Ouais. ça s'est goupillé pour toi? Donc mon année de master 2, c'est une année d'alternance. Du coup, Ouais. j'ai pu mettre un pied dans l'entreprise. J'ai bossé à Antares, la salle Antares au Mans. D'accord. Euh, Tu accueilles des spectacles et spectacle, des puis matchs de basket, le notamment. club résident du MSB. Ouais. Du coup, j'étais chargé de com événementiel là-bas. Du coup, tout ce qui était communication autour des spectacles, D'accord. des événements sportifs autres que le basket qui Mm. s'y passaient, voilà, je gérais tout ça. Et j'ai chapeauté aussi l'événement sport en fête au Oui. mois de septembre. Qui regroupe les associations, du coup, les différentes associations du de la Mans, ville exactement. sportive. Donc c'est un événement le premier samedi de septembre. Donc il y a 15 000 visiteurs sur la Ouais. journée. Mm. Tu as 150 assos qui se présentent et voilà. C'est Donc après, considérable, hein, au niveau local. ouais, local, c'est considérable. l'événement de la rentrée en fait Mm. pour venir s'informer sur quel type d'asso il y a, quel type de club. Voilà, t'emmènes tes enfants et ils peuvent faire des démos. Voilà, donc c'est un bel événement. Donc ça m'a pris c'est en septembre, j'ai dû commencer quasiment un an avant pour relancer tout le monde, etc. Donc c'est un événement et un projet que tu mènes sur un an. C'était sympa. Ok. Et du coup, après cette alternance, donc j'ai obtenu le diplôme. Je suis rentré en CDI dans une agence événementielle. D'accord. Ok. Claude Ganal Organisation, CGO événements ça s'appelle. Mhm. Donc en fait c'est une agence événementielle qui donc entre autres a un réceptif pour des clients sur les 24 heures du Mans. D'accord. C'est-à-dire qu'on leur vend une prestation, tout compris, un packaging VIP. Mhm. Donc j'étais un peu chargé de commercialiser un peu cette offre-là. Et le deuxième événement, le gros événement qui gère, c'est les 24 heures vélo. D'accord. C'est cette agence-là qui organise les 24 heures vélo depuis 11 ans. Donc sur le circuit Bugatti au mois d'août. 500 équipes, 5000 cyclistes qui roulent sur le Bugatti de jour comme de nuit. Donc c'est pareil, un bel événement Ouais. à mettre en place et à suivre sur 2 jours. C'est assez intense, mais c'était vraiment sympa. Je suis resté 1 an en CDI là-bas. D'accord. Il y avait une partie du boulot qui était un peu trop commercial à mon goût et voilà, je m'y retrouvais pas trop. Et à un moment donné, quand tu commences à aller à reculons au boulot, Ouais. c'est que c'est pas C'est bon. jamais bon. C'est Mais du jamais coup, bon. le côté, c'est la question que j'avais, le côté commercial, tu le développes un petit peu en STAPS ou tu le développes beaucoup en STAPS ou c'est pas, Du tout. ou c'est pas au point de. Pas du tout. Ce que tu as fait. C'est en fait, on n'est pas du tout au même niveau qu'une école de commerce Ouais, voilà, sportive c'est ça. comme C'est ça qui est SMS compliqué ou après, Amos. Le côté commercial, j'ai envie de dire que tu l'as, enfin c'est inné quoi. Tu l'as en toi. Moi, je sais que j'avais beaucoup de mal à prendre le téléphone et à démarcher quoi. Enfin, Ouais, surtout qu'on vendait pas des stylos entre guillemets. Enfin, on vendait quand même une prestation. Je dirais pas le prix, mais voilà, c'est pas donné. Donc c'est oui. pas évident déjà de passer la barrière de la secrétaire pour avoir la bonne personne au téléphone. Et moi, plus les mois passaient, moins je remplissais forcément les objectifs et plus c'était compliqué pour moi et que la partie événementielle en soi, le terrain, etc., ça me plaisait, mais ça prenait que 30% du boulot et 40% du boulot. Le reste, c'était quelque chose où moi je me voyais pas continuer là-dedans. D'accord. Donc j'ai arrêté en janvier 2018. Ouais, c'est ça. Okay. Après, j'ai continué à chercher un peu dans ce domaine-là. C'était un peu compliqué, un peu bouché. Ouais. En attendant, j'ai fait de l'intérim, un peu comme tout le monde, un peu comme ceux qui ne trouvent pas dans leur voie, qui veulent pas ne rien faire et être au chômage, tu fais de l'intérim. On s'est du coup connu aussi un petit peu plus par ce biais-là. Exactement. Parce que moi, du coup, après plusieurs postes, je me suis retrouvé à travailler sur pour une agence d'intérim, à côté du coup des intérimaires. Et j'avais pensé à toi à l'époque pour certaines missions, parce que je savais que tu en faisais déjà un petit peu. Donc on s'est aussi davantage connu par ce biais-là. Tu faisais quoi déjà quand t'as fait quoi comme... Moi en intérim, j'ai bossé beaucoup à Carrefour en préparation de commandes. Ouais. J'ai fait au moins 8 mois là-bas, je crois 7 mois. Jusqu'à l'été 2018. Après, j'ai enchaîné pas mal de petites missions, préparation de commandes. J'ai fait des inventaires. Enfin voilà, j'ai touché un peu à tout, un peu à tout dans ce domaine-là, quoi. Et j'ai fini par
rentrer à la Poste. Ouais. Via une connaissance en fait. J'étais dirigeant à l'époque d'un club de foot. D'accord. À Colène, le JSC Colène. Et du coup, il y a un autre dirigeant qui travaille à la Poste, et du coup, il m'a facilité l'entrée, entre guillemets. Ils avaient des besoins sur le moment. D'accord. Et du coup, j'ai commencé à la Poste, du coup, en CDD, renouvelé tous les mois au début. Ok. J'ai fait 7 mois. Ok. Ouais, 7 mois. Après, j'ai eu un petit problème perso, j'ai perdu mon permis. D'accord. Donc voilà. Ok. Donc ça m'a pas aidé pour continuer à la Poste, c'est compliqué quoi. C'est compliqué de continuer là-bas. Et après je suis tombé malade. D'accord. Ok. Voilà. Ça va être le gros morceau. On n'y est pas encore, mais j'ai fait un an et demi d'intérim comme ça avant de tomber malade. D'accord. Et du coup, tu portes quel regard maintenant, toi, que tu t'es passé par là sur l'intérim? Parce que c'est une question intéressante du côté intérimaire, parce que moi, avant de travailler pour une agence d'intérim, ça m'intéressait de passer de l'autre côté, de voir comment ça se passait. En l'occurrence, j'ai bien aimé au départ, mais le milieu m'a pas plu davantage que ça. Est-ce que l'intérim, c'est quelque chose que tu regrettes d'en avoir fait? Tu conseilles? T'es dans quel ça t'a apporté quoi, toi, du coup Je regrette pas du tout. La preuve, actuellement j'en fais encore. Non, je regrette pas du tout. C'est que pour moi, toute personne qui veut travailler, il s'inscrit en intérim, le lendemain il travaille quoi. C'est ça. Sauf que c'est pas du coup la réalité. Enfin, c'est pas trop la réalité de ce que j'ai pu en voir. C'est que du coup, t'as des intérimaires comme toi qui ont la niaque. Exactement. Et t'en as qui font le minimum syndical. Tout dépend de la personne. Moi, je sais que j'ai toujours voulu travailler. J'ai quasiment jamais été un jour sans travailler. Et donc voilà, la motivation, si tu l'as, le lendemain, il t'appelle et il te propose une mission. Après, voilà, faut que ça te plaise. Mais bon, ça reste du boulot. C'est une question d'envie et de motivation. Question d'envie. Quand tu te présentes, à un moment donné, tu te présentes sur place. Si tu es en intérim, c'est que tu n'as pas de CDI, c'est que tu n'as pas d'autres emplois. Donc à un moment donné, c'est peut-être ton dernier recours. Et si tu veux travailler, tu travailles quoi. Après, chacun réagit comme bon lui semble. Moi, je sais que ça m'a toujours dépanné. Et encore maintenant, j'y suis. Et j'ai un CDI intérimaire maintenant. D'accord, ouais. Donc parce que le boulot je le fais bien, parce qu'ils sont contents de moi et que derrière c'est un peu plus de sécurité aussi pour moi. Je me rapproche d'un contrat type d'une entreprise. Je suis lié à eux maintenant. Et... T'as vécu comment le passage du coup d'un poste pérenne en CDI dans l'événementiel à l'intérim du coup? Déjà au niveau du salaire je gagnais plus. Ouais. Donc en fait là-dessus j'ai bac+5, mais en CDI j'étais payé une misère pour pas le dire. D'accord. Du coup quand j'ai commencé l'intérim, comme tu connais avec les indemnités de fin de mission, tes congés payés, etc., je me faisais des salaires à 2000 des fois à Carrefour. D'accord. Oui, donc en fait tout en essayant de chercher un autre travail à côté, quand tu as 2000 € qui tombent tous les mois, tu vas pas chercher ailleurs. C'est un boulot qui est pas le plus dur, qui est pas le plus chiant, donc voilà, moi ça me convenait comme ça. Et voilà, et donc j'ai pas mal vécu le fait de ne plus être en CDI, de ne plus avoir de situation. J'étais encore jeune, j'avais 23 ans. Je me suis dit que voilà, j'avais encore le temps de trouver, et j'ai encore le temps de trouver actuellement. Donc, d'accord. Et du coup, là, tu cherches toujours quelque chose ou non, j'ai pas stoppé à 100%, mais j'ai arrêté de suivre ce qui se passait dans l'événementiel, surtout en ce moment avec la conjoncture actuelle. C'est compliqué. Déjà que c'était une voie qui était un peu bouchée, ça l'est encore plus. Donc après, je suis pas contre une opportunité, mais je suis pas tous les jours à regarder ce qui se passe. Et on verra bien. Je suis pas fermé, mais c'est un peu compliqué quoi. Je me plais bien dans ce que je fais actuellement. Donc, d'accord. Dans ton parcours de vie, du coup, on l'a brièvement évoqué auparavant, on va l'évoquer maintenant dans les grandes largeurs. Il y a un événement du coup très particulier qui t'est arrivé. Tu peux nous raconter un petit peu? Ouais, donc on est en juillet 2019. Ouais. L'été, voilà, moi j'étais... tu travaillais en intérim? Je faisais quelques missions, mais la Poste m'avait arrêté au mois d'avril. Du coup, j'avais pas d'émission tous les jours, donc je profitais un peu de l'été quand même. Et donc on est le 23 juillet, le jour où je fais une prise de sang un peu banale, mais suite en fait, j'avais remarqué que j'avais des bleus sur le corps. Ouais. Je me suis posé la question, mais sans trop pousser le truc, je savais pas trop ce que c'était, donc j'ai vu mon médecin
qui m'a dit que c'était pas normal d'avoir des bleus comme ça qui apparaissent sans se cogner, sans tomber. Et du coup, j'ai fait une prise de sang un mardi matin, 23 juillet, qui s'est avérée pas bonne du tout. Je me rappelle, j'étais à 14h, j'étais chez mon kiné parce que j'avais un problème à l'épaule à l'époque. Je devais faire une séance et mon médecin, même pas, le CHU d'Angers m'appelle pour me dire Monsieur Cheval, on a reçu votre prise de sang du labo du Mans qui est pas bonne du tout. On vous le dit clairement, une suspicion de cancer, suspicion de leucémie. Suspicion, on en est sûr, par contre on ne sait pas trop laquelle, mais voilà, vous êtes gravement malade, faut venir à Angers tout de suite. T'es dans quel état d'esprit toi, du coup, t'es sonné? C'est compliqué. C'est très dur. C'est compliqué. J'ai pas une vie, c'est pas facile, je veux pas dire que je suis plus à plaindre, mais j'ai eu un parcours de vie compliqué, et quand on t'annonce ça un mardi après-midi alors que tu penses aller faire ton kiné tranquillement, c'est compliqué quoi. C'est compliqué, donc ma copine est venue me chercher, elle m'a emmené directement à Angers, j'ai même pas le temps de faire des affaires. Je suis arrivé au CHU dans le service du sang, et du coup j'en suis ressorti que 6 semaines après, je crois, la première fois. D'accord. Okay. Donc c'est coup de massue dans le sens où tu t'y attends pas quoi. Quand on te pose le mot cancer comme ça sur la table, c'est compliqué, t'as 25 ans, tu te dis qu'est-ce qui se passe quoi. Qu'est-ce qui se passe, j'en ai pas assez vécu avant encore, il fallait qu'il y ait cette étape là. Après je me dis c'est le destin, mais bon, sur le moment c'est compliqué. Donc la première soirée a été dure, tu vois toute une batterie de médecins qui te passent de te voir pour t'annoncer que tu vas rester un bon moment ici, qu'il va falloir faire des traitements assez lourds, que tu vas perdre tes cheveux, que tu vas passer par des étapes compliquées. Mais voilà, après, une fois passé ces discours-là d'approche, tu te relèves et tu vas de l'avant, quoi. T'es obligé. Du coup, c'est le mental qui joue beaucoup. Je pense que t'en avais déjà avant, mais ça doit renforcer un peu. Ouais, c'est sûr. Ça en fait, c'est via ton mental que tu t'en sors, quoi. Alors moi j'ai été soutenu grandement par ma famille, par Audrey, ma copine, mes meilleurs amis qui étaient là, et j'ai quasiment pas fait une après-midi sans visite en fait. Donc déjà ça te booste énormément. Après il y a des fois, et le soir tu es tout seul, tu craques. Et comme toute personne humaine à qui on diagnostique un cancer à 25 ans, quoi. Si brutal que c'est, il y a des moments c'est compliqué, mais bon, il faut que tu te battes pour toi, pour ceux que t'aimes, ceux qui t'aiment, et tu continues à vivre. C'est à ça que tu penses. Quand tu as un coup de mou, c'est exactement à ça que tu penses, quoi. Tu te dis tu es encore vivant, tu as un moyen de te soigner, tu fais confiance à la médecine et tu vas de l'avant. Donc après c'est pas toujours facile, plus facile à dire maintenant quand j'en suis sorti, mais sur le moment c'est pas évident, mais bon. Et ça évolue, et dans les premiers jours, du coup, dans les premières semaines, ça évolue comment? En fait, les premiers jours, tout un protocole qu'on t'explique. La première chimiothérapie, en fait, la première séance de chimio, elle est venue rapidement. Elle est venue au bout d'une semaine ou 10 jours, je crois. D'accord. Donc, c'était une séance de chimio assez forte, en dose, où c'était sur une semaine, en fait, en voie veineuse, où tous les 24 heures, ça venait dans mon sang, quoi. Mais c'était le seul moyen de me guérir, donc voilà, je l'ai vite compris, je l'ai vite accepté. Les semaines en soi, les semaines de traitement de chimio, c'est pas les plus dures, c'est les semaines qui suivent, où là en fait le traitement fait effet, était à plat total. On appelle ça en aplasie, où en fait t'as plus de défense immunitaire, t'as plus de globules, t'as plus rien, le moindre petit virus que tu chopes. Pourtant dans une chambre stérile, mais il y a toujours des petits virus qui sont dans l'air, et ça te met tout de suite à plat, fièvre à 41. Moi j'en ai pas fait beaucoup, j'ai dû faire 3-4 poussées de fièvre sur les 5 mois d'hospitalisation. Tu sais plus comment tu t'appelles, à un moment donné, je me rappelle, j'ai même pas reconnu ma grand-mère. Elle est venue me voir, t'étais dans un tel état de faiblesse et du délire même, parce qu'en fait le 41 de fièvre, j'avais jamais vécu ça, c'est compliqué. Mais bon, ça a jamais duré très longtemps. Après, comme il me disait, j'étais jeune,
tu récupères mieux et les traitements sont beaucoup plus faciles à éliminer et à ingérer entre guillemets qu'une personne qui a 60 ans, 70 ans quoi. Après chacun réagit comme il peut à la maladie, mais c'est vrai que les semaines après la chimio étaient compliquées. Et petit à petit ça évolue finalement un petit peu positivement. Petit à petit, ça prend du temps. Ça prend du temps. Le premier mois, la première séance, donc, du coup, en fait, ils te remettent tout à zéro. Donc, en fait, c'est comme si tu n'avais plus de cellules cancéreuses dès la première séance. Sauf qu'après, il faut regarder si ça se remultiplie, si ça reste pérenne dans le temps. Le deuxième mois, pareil, je fais une séance et à un moment donné, je crois que c'est au mois d'octobre, ils me disent que dans le sang, tout va bien, il n'y a plus de traces. C'est invisible au microscope, invisible même à l'œil nu. Et par contre, dans la moelle osseuse, là où la maladie s'est développée, les traces de cellules cancéreuses restent visibles et restent à un certain pourcentage. D'accord. Et malgré la chimio. D'accord. Donc là, on est en octobre, fin octobre. Ils ont évoqué. Donc là, quand tu es fin octobre, ça t'est arrivé le 23 juillet. Je suis à 3 mois. Déjà 3 mois du coup. 3 mois. Après, j'ai eu des permissions de rentrer à la maison, donc j'ai pas fait 3 mois non-stop. Ça fait 3 mois qu'on a constaté la maladie. Et là, donc fin octobre, on m'annonce que le traitement est peut-être plus si efficace que ça et qu'il faudra évoquer la greffe. Quoi. D'accord. Une greffe de moelle osseuse. Okay. Donc un nouveau protocole, un nouveau coup de massue. Un retour en arrière. Tu te dis que au début ça a bien fonctionné et au final ça stagne et ça réaugmente peut-être pas, mais ça stagne. Donc du coup la maladie elle reste là et tu te dis va peut-être falloir passer par une greffe quoi. Donc inscription sur le fichier national et international de dons de moelle osseuse, etc. Tu te dis c'est quand même c'est des opérations à risque. Des opérations à risque parce qu'une greffe c'est pas anodin quoi. On n'a pas tous les jours et à côté de ça moi j'avais le foie, le pancréas qui sont un peu aussi un peu malades, un peu touchés. Donc c'était risqué de le tenter. Et au mois de novembre, j'ai refait une séance de chimio. Il y a eu une concertation avec pas mal de médecins aussi du Grand Ouest. Mon médecin d'Angers, des médecins hématologues du Grand Ouest pour avoir un avis un peu plus général. Et ils ont décidé de ne pas me faire la greffe. D'une, parce que le marqueur dans le sang était invisible. Ils se sont basés là-dessus principalement. Et ils se basent de plus en plus là-dessus d'ailleurs. Tant que ce marqueur-là est invisible et qu'il n'y a aucune cellule cancéreuse, il y a une personne sur 3 qui va rechuter. Mais il y en a 2 autres qui vont jamais revenir, qui vont vivre leur vie pleinement. D'accord. Donc ils sont basés là-dessus et ils sont basés aussi sur le fait qu'une greffe, comme je disais, mon foie et mon pancréas qui sont un peu malades, un peu toujours très sensibles, ça pouvait être compliqué et à risque de la tenter. Parce que les organes à côté sont tout de suite touchés. Quoi. Okay. Donc ces deux critères-là, ces 2 points-là ont fait que ils ont décidé de pas me faire de greffe. Là, on est en novembre, mi-novembre, fin novembre, et de me laisser sortir définitivement de l'hôpital. Je suis sorti le 4 décembre 2019. Okay. Donc juste avant les fêtes, j'ai pu passer les fêtes en famille. C'était un peu ma hantise de pouvoir passer les fêtes tout seul dans ma chambre, fêter Noël. Ça aurait été un peu glauque. Donc c'est ce que je voulais, quoi, pouvoir sortir avant. Donc je suis sorti avant. Et après, j'ai été en arrêt pendant. J'ai repris qu'en septembre 2020. Donc j'ai été en arrêt de décembre à septembre. 8 mois, encore 9 mois après d'arrêt pour me remettre tranquillement de cette épreuve quand même. C'est pas évident. Ouais. Mais voilà, j'ai vite voulu retravailler. J'aurais pu reprendre plus tôt, je pense. Mais j'ai pas voulu griller les étapes. Donc voilà, j'ai repris qu'en septembre. Mais voilà, j'étais prêt, je pense, avant. Parce que voilà. En arrêt, c'est bien gentil, mais c'est long à la maison. Quoi. Long, Il y a le confinement qui est arrivé par-dessus. Donc, c'était un peu long, j'étais content de reprendre. Mais voilà c'était cette épreuve de ma vie. En plus. Ouais. Tu prends quel regard dessus, du coup, maintenant ? Parce que là, je suis en rémission pour l'instant, mais c'est pas total. On parle de guérison qu'au bout de 5 ans. Moi, ça fera 2 ans cet été. D'accord. Ça fera déjà 2 ans cet été que j'ai été à Angers. Quoi. Ça passe relativement vite.
et voilà, les résultats pour l'instant sont stables. Et Du coup, là, tu revois quelqu'un tous les 3 mois. Tous les 3 Tous les mois. 3 mois, je vais à Angers faire une consultation normale, prise de sang. On regarde ce qu'on a fait 3 mois avant. Ils ont le temps d'avoir les résultats un peu plus détaillés et ils m'en parlent. Et généralement, enfin là, depuis que je fais ça, il n'y a pas de souci, quoi. Enfin, la maladie, elle est toujours visible par trace dans la moelle osseuse, mais dans le sang, tout est nickel. Donc, je suis suivi régulièrement, mais je peux vivre pleinement ma vie, quoi. D'accord. C'est le plus important. Okay. C'est le plus important. Donc là, tu as repris goût au fait de travailler. Exactement, c'est ça. En donc septembre. Là, tu es sur le poste, du coup, tu es toujours sur. Je suis facteur à Coulennes, D'accord. au centre de tri de Coulennes. Ouais. D'accord. Donc en fait, j'avais arrêté avant ma maladie. Ouais. Et là, ils m'ont repris en septembre parce qu'il y avait des besoins. Et du coup, ça se passe bien, quoi. D'accord. Ça me plaît bien. Il y a sûrement des. Comment dire. Là, c'est un poste de facteur simple, distribution. Ouais. Après, je pense qu'il y a sûrement des moyens d'évoluer vite dans ce secteur-là et dans cette entreprise-là. Je dis pas que je serai facteur toute ma vie, mais peut-être un jour diriger une équipe ou monter dans les bureaux sur l'aspect un peu plus marketing de la poste. Pour retrouver un petit peu tes. Peut-être, retrouver un peu les tes bases études. et mes études, quoi. Donc, pour l'instant, ça me plaît bien. On verra les opportunités qu'il y a, mais pour l'instant, je suis déjà content de retourner au boulot, revoir des collègues, reprendre un rythme de vie, entre guillemets normal, se lever le matin, aller au boulot, revenir le soir. C'est ce que j'avais pas depuis 2 ans, quoi. Donc, je suis vite fatigué, mais je suis content, c'est de la bonne fatigue, quoi. D'accord. Je m'en plains pas. D'accord. Bon bah écoute, cette page-là elle est passée. J'espère. Après, ça reste. En tout cas, dans le cadre de l'interview, Ouais, elle est passée. ça restera toujours dans ma vie, c'est ça. Voilà, c'est ça. Du coup, pour tourner un petit peu cette page-là, t'en parlais tout à l'heure, tu as une grande passion pour le sport aussi. Ouais, une grande passion. Tu as participé beaucoup aussi au niveau associatif. J'ai. C'est important. C'est important. Enfin, on avait un club familial à l'époque de cyclisme. D'accord. C'était mon grand-père qui était président, mon père qui était dans le bureau aussi, et du coup, moi, je les suivais partout. Ma grand-mère qui faisait aussi toutes les petites tâches. Et du coup, après, mon grand-père et mon père ont continué en tant que coureur, et moi, je les suivais partout. Donc, c'est vrai que le sport en général, mais le cyclisme, ça a un petit goût particulier. Un sport de famille, et j'ai toujours adoré ça. J'en ai fait 2 ans, de 14 à 16 ans, je crois. D'accord. De 15 à 17. Okay. J'ai eu les petits pépins physiques encore une fois, donc j'ai pas pu en faire en compétition comme je le voulais, mais voilà, j'ai toujours ce sport en tête et ça me tient particulièrement à cœur. Après, en termes d'associatif, comme je te dis, j'étais dirigeant à Coulennes il y a 3 ans, où j'étais avec l'équipe senior B. J'étais sur le banc avec eux, donc j'étais dirigeant, il y avait le coach et moi, donc je faisais tous les déplacements avec eux, je préparais les avant-matchs avec le coach, etc. Donc c'était un milieu qui me plaisait bien. J'ai pris un peu de recul maintenant, mais ouais, c'est le sport, le milieu associatif, mais le sport en général, c'est quelque chose qui me. Les grands événements. Tout type de sport. Enfin, moi, j'adore ça, quoi. Je pourrais passer mes week-ends et mes soirées à regarder du sport, mais que ce soit de la fléchette, du billard, du bowling, jusqu'au match de foot, quoi. C'est une passion qui me suit depuis que je suis ado et depuis que je suis. C'est qu'elle est contagieuse. Exactement. Et depuis que je suis à la fac, quoi. Enfin, c'est vraiment là que ça s'est décuplé encore plus, quoi. D'accord. Donc, c'est vraiment une grande passion. Une question un peu diverse maintenant. Est-ce qu'il y a des. Là, comme ça, je sais que je t'ai pas donné la trame pour te préparer, mais il y a une chanson qui te suit ou pas depuis que t'aimes bien, de temps en temps écouter. Il y a une chanson qui me suit, après, c'est pareil, ça évoque un événement qui n'est pas forcément heureux. C'est la chanson Paradise de Coldplay. D'accord, ok. En fait, c'était la chanson préférée d'un de mes meilleurs amis qui est décédé à 18 ans. D'accord. D'une crise cardiaque sur un terrain de basket. D'accord. Donc, c'est pareil, ça a été un événement assez traumatisant. Est-ce que t'étais dans la salle du coup, toi, à ce moment-là ? Non, j'y étais pas, mais j'étais très proche de lui. Ma mère était très proche de ses parents, ils travaillaient ensemble. D'accord. Et j'ai été le premier au courant quasiment après sa famille, quoi. Ouais. Donc ça a été compliqué à vivre. Ça l'est encore des fois de temps en temps. Enfin, j'ai toujours, je l'oublierai jamais, ça c'est impossible. Ouais. Mais il y a toujours des dates clés, des dates anniversaires qui me font penser à lui, choses du quotidien et cette chanson-là en particulier qui me suit et qui me suivra toujours. Donc, quand ça va pas, des fois je l'écoute et ça me fait penser à lui. Et voilà. Après, c'est pas.
ça me rend pas plus malheureux que ça, mais ça me fait du bien de l'écouter des fois, quoi. C'est cette chanson-là qui me suit, qui me suit depuis l'adolescence et qui me suivra un bout de temps, je pense. Je me souviens avoir joué contre lui. On peut dire son nom, prénom, non? Romain, Romain Girard, il était au SCM à l'époque. Ouais, j'avais joué contre lui, moi, du coup, je me souviens. J'avais déjà joué contre lui. Je me souviens, un peu le même gabarit que toi. Gaucher. Ouais, Gaucher, un grand. Il m'en a mis beaucoup sur la tronche aussi. Un bon grand. Lui. Je l'aimais pas trop parce que c'était une belle personne, de ce que j'en ai vu, en tout cas sur le terrain. Par contre, je l'aimais pas trop dans le jeu parce qu'il me mettait vraiment des sauces. Donc c'était un peu compliqué. Mais c'est vrai que c'était Mais c'est vrai que pareil, quand je l'ai appris ça, bon, on se connaissait pas encore à l'époque, mais c'est vrai que dans le milieu local, on a commencé à entendre parler un petit peu de lui parce qu'il avait un vrai talent quand même, qui était certain. Il allait normalement être en réserve du MSB. Donc voilà, c'était un peu. C'était un choc, oui. Donc ça a fait vite le tour de tous les clubs de basket, etc. Et les hommages qui lui ont été rendus ont vraiment été à la hauteur. Et ça, j'oublierai pas, ça c'est sûr. Il y a eu des tournois du coup qui ont été organisés, qui sont toujours peut-être. Alors, ça, je sais plus du tout. Je sais qu'il y a eu des matchs en son honneur. La minute de silence a été respectée. Dès le dimanche d'après en fait et rien que ça c'est un bel hommage je trouve. Après voilà, il connaissait pas mal de monde je pense donc, et pas mal de monde le connaissait donc c'est sûr que ça a touché pas mal de gens. Je sais qu'à l'ancienne salle ou le Metz je crois au SCM ils avaient qui n'existe plus depuis. Ils avaient retiré son maillot et ils lui avaient fait une banderole entre guillemets donc hommage. Donc voilà, c'est toujours des trucs qui restent, c'est pas grand chose mais on pensera à lui comme ça quoi. Comment avec tout ce qu'on vient d'évoquer de ta naissance, ton enfance jusqu'à cette leucémie que tu as eu et maintenant ta phase de rémission et puis le fait que tu as repris le boulot depuis à peine un an maintenant, mine de rien que tu l'as repris, tu as envie de quoi pour la suite de ton avenir, qu'il soit proche, moyen, long terme? T'es ancré dans le présent ou t'es plus dans une démarche active de voir la suite, comment ça va se passer? Il y a toujours des projets. Après, j'essaie de vivre l'instant présent parce que, comme je dis, la vie elle a failli s'arrêter. Donc, on essaye de vivre au jour le jour, d'être heureux au jour le jour Après, voilà, tu te projettes forcément. Enfin, avec Audrey, on a des projets de maison, des projets d'enfants. Enfin, c'est normal. J'approche la trentaine. Donc, c'est pas que ce soit une date clé, mais c'est le processus de la vie qui fait ça. Et voilà, donc maintenant que j'ai traversé cette étape-là, cette épreuve-là, même si c'est pas fini, je suis obligé d'aller de l'avant et c'est ce que j'ai envie aussi, donc que ce soit professionnellement ou sentimentalement dans ma vie. D'accord. Donc après voilà, on va pas forcer les choses, mais ça va. T'es dans une phase aussi présent aussi. Oui, je suis obligé de vivre l'instant et de profiter de la vie, quoi. Voilà, on en a qu'une malheureusement, et quand t'es quasiment au pied du mur, c'est compliqué et t'es obligé de vivre l'instant présent, quoi. Donc c'est un peu ce que j'ai, c'est ce qui me traverse la tête maintenant, c'est de vivre au jour le jour, vivre l'instant présent, tout en se projetant au boulot, avec une maison, avec des futurs enfants. Ça c'est normal. J'ai l'âge aussi qui fait que c'est. Que tu y arrives petit à petit dans ces phases-là. Exactement. Ok, je me souviens que dans les échanges qu'on avait pu avoir pour préparer un petit peu l'émission, je ne l'ai pas noté ici, mais je demandais si tu avais des projets, des réactions à sujet d'actualité. Tu voulais un petit peu parler on est obligé d'y passer un petit peu, mais tu voulais le fameux confinement. Le fameux confinement, le fameux Covid aussi. Parce que, c'est... de rien, ça a aussi eu un impact aussi dernièrement sur toi. En fait, moi je l'ai eu l'été dernier. Après, j'ai pas eu une forme grave, donc, mais bon, je l'ai eu comme beaucoup de Français. Une épreuve de plus à passer. C'est vrai que c'était pas assez encore. Mais après, en soi, le Covid, le confinement, je l'ai vécu. Enfin, moi, j'étais en arrêt encore quand ça a commencé, donc ça a pas changé trop ma façon de vivre. J'en faisais déjà pas beaucoup, donc je sortais pour les choses basiques, aller faire les courses, ma petite sortie une heure autour de chez moi, et puis voilà quoi. Après ce que je pense du Covid, c'est compliqué. Enfin, on n'était pas préparé à ça quoi. Je pense que une épidémie comme ça, moi j'en ai jamais vécu, un bon nombre de Français n'en ont jamais vécu. C'est pas sûr qu'on en arrivera même encore après, du coup, rien. Ouais, je pense que si. Après voilà, on disait qu'il y en avait une tous les 100 ans. Avant c'était
la grippe, je sais plus quoi. Enfin, donc là, on la vit, on apprend à vivre avec. Le gouvernement lui-même ne sait pas trop ce que c'est. Il est obligé de prendre des décisions, de tâtonner, de prendre des décisions, les bonnes, les pas bonnes, on ne sait pas trop. Il y en a forcément encore péristes de tout ça, les restaurateurs, les bars, etc., les étudiants, beaucoup d'étudiants. Enfin, moi, je pense beaucoup aux étudiants. Mon frère, qui est en études, et ils sont en détresse sociale, c'est affolant, quoi. Être chez toi dans ton 10 mètres carrés, ça dépend ce que tu as comme appart, mais généralement tu as un petit appart, tu es loin de ta famille, tu dois faire 8 heures de visio tous les jours pour suivre un cours. C'est compliqué, quoi. Je me mets à leur place, je sais pas si j'aurais réussi, quoi. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui saturent. Je dis pas qu'ils sont laissés pour compte, parce que le gouvernement, encore une fois, il essaye de faire ce qu'il peut, et pour tout le monde, et pour contenter tout le monde. Enfin voilà, c'est quelque chose que tu pouvais pas prévoir, c'est compliqué. Mais c'est vrai que les étudiants, je me mets à leur place, j'aurais pas aimé vivre à cette période-là à leur place, quoi. Je pense que c'est compliqué. Mais bon, malheureusement, on est obligé de se plier à tout ce qu'on nous dit. Je pense que le confinement, même s'il y en a certains qui disent que c'est pas forcément la bonne solution, semble inéluctable. Voilà, quand les 2 qu'on a fait, c'est comme ça que tu essayes de contenir un peu le virus, et c'est comme ça que tu peux isoler plus facilement aussi. Donc voilà, c'est un avis vraiment tranché. Enfin, j'ai pas vraiment d'avis tranché, mais ce qui m'intéresse moi par contre, c'est quand ça sera terminé, en espérant que ça se termine le plus vite possible, c'est la première chose que tu as envie de faire. La première chose que j'ai envie de faire, un truc que j'y ai pensé tout le temps pendant le Covid. Aller voir un match de foot. Ouais, voilà. On retrouve le sport. À Marseille. Ok. Fan de Marseille que je suis, revivre un peu ces émotions-là qu'on vit plus. Enfin, là, regarder un match à la télé, c'est d'une tristesse maintenant. Après, voilà, on est obligé de passer par là, mais vivre un match de foot. Alors, que ce soit dans un stade ou entre copains, mais vraiment vivre le truc avec cette ambiance-là qui suit tout ça, quoi. Pour l'instant, on n'y est pas. Mais ce sera pas forcément le truc qui va être remis en place tout de suite, quoi. Il y aura autre chose à faire avant, mais bon. C'est clair. On verra bien. J'ai une dernière question pour toi, et après on va dire au revoir à tout le monde sur ce podcast, en tout cas pour la première émission, parce qu'il y en aura d'autres. Je vais la poser à chacun des invités. Je trouve que c'est une question qui est que je trouve assez bonne, qui peut aller... tu vas pouvoir choisir quelqu'un soit de ton entourage, ou une célébrité, quelqu'un que tu as admiré de son vivant ou du passé. Si tu avais une personne avec qui tu souhaiterais t'asseoir à un café ou autour d'une bière ou autre chose et discuter de la vie avec lui pendant des heures, ça serait qui? Ma mère. Ouais. Ça reste, c'est basique, hein, mais ma mère, c'est la personne la plus importante à mes yeux. Et là, je suis toujours aussi proche d'elle, mais depuis que je suis parti en études, je vis plus chez elle, et je pourrais parler avec elle de tout et de rien pendant des heures, quoi. Et je lui ai fait pas mal de soucis avec tous mes petits problèmes, que ce soit physique, etc., même au boulot. Donc j'aimerais bien m'asseoir avec elle 1 heure et discuter de la vie positivement, et qu'on soit heureux. D'accord. Tout simplement. Ça fait combien de temps, à ton avis, qu'on est sur le podcast, Antoine, que j'ai commencé à activer la caméra? Ça fait combien de temps? Je dirais au moins 30 minutes. Ouais, ça fait 42 minutes. 42 minutes, Un peu plus de 42 minutes. Je pourrais parler, ça va vite, hein. Je pourrais parler des heures. Ça va vite. Je te remercie beaucoup. Pas de souci, avec plaisir. Parce ça m'a fait plaisir. Ton témoignage, je le trouvais vraiment intéressant, de par ce que tu as vécu. J'ai voulu commencer par toi pour marquer aussi un peu le coup aussi, parce que c'est des sujets qui sont pas simples à évoquer, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient du mal à en parler. Je sais que toi, tu es dans la naturel aussi. J'ai pas de mal à parler. Des choses qui te sont arrivées assez facilement. Donc pour ça, je te remercie. Avec plaisir. Pour la suite des podcasts, il y en aura plusieurs. J'essaie de mettre cette vidéo-là du coup ce lundi soir en ligne. Je suis déjà en contact du coup avec plusieurs personnes issues de différents milieux, qui n'ont pas vécu les mêmes choses que toi, Antoine, mais qui ont vécu des choses à leur manière, très, très diverses, et aussi en relation avec des associations locales, qui mettent des initiatives en place qui me semblent intéressantes à mettre en avant. Donc c'était le premier épisode des Trajets, émission 1. On se retrouvera, je l'espère, au moins 1 fois par semaine pour pouvoir faire d'autres portraits, mettre d'autres projets
en avant sur ce podcast qui j'espère évoluera avec vous. J'attends bien évidemment vos retours. Ça sera dispo donc sur cette vidéo YouTube, sur SoundCloud également, l'appli de podcast. Et si vous avez envie de témoigner de quelque chose qui vous est arrivé, et évoquer avec moi votre parcours de vie, je reste disponible sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram, pour me contacter principalement. N'hésitez pas à vous abonner aux différentes pages. Donc le hashtag, le arrobase, il est très simple, c'est les trajets. Et aussi l'adresse mail, lestrajets@gmail.com. Antoine, je te dis à très vite. Salut Alex, au plaisir. Et puis à très vite à tout le monde pour les prochains podcasts. Salut!